quelque part dans la jungle sud-vietnamienne, sans électricité, avec ce matériel qui semble récupéré de l'atelier de Méliès, c'est le laboratoire du service cinématographique du Front National de Libération, Viet Cong. Les documents que nous vous présentons ont tous été développés et contrôlés dans ces conditions rudimentaires. L'utilisation de cette tireuse à pédales, à éclairage acétylène et intercommunication par percussion, explique les défaillances techniques de ce document unique, le premier qui jusqu'à ce jour nous révèle quelques aspects de la vie du Viet Cong. Les grandes marches, les incessants déplacements de ces troupes invisibles sont les facteurs les plus efficaces de la résistance du FNL à l'armée sud-vietnamienne. Ces guerriers en mouvement constant, sachant utiliser la complicité de la brousse, bénéficiant de la participation massive des populations rurales, s'opposent avec acharnement aux troupes du gouvernement de Saigon, dont la mobilité est d'autre nature celle-là, n'est pas sans inquiéter les États-Unis. Ici, aucun moyen motorisé de déplacement. La légendaire bicyclette, déjà célèbre par la guerre d'Indochine, reste le plus sûr procédé de transport. Le sampan, facilement repérable sur les rivières, n'est utilisé qu'avec précaution. Les armes défensives des populations paysannes, sous des apparences désuètes, ne sont pas sans ingéniosité ni efficacité. Retournant aux sources primitives d'un arsenal pour hommes des bois, nous vous présentons le catalogue des accessoires d'opposition aux forces militaires sud-vietnamiennes. Voici le fusil à fléchette empoisonnée. L'arbalète des compagnons de Thierry Lafronde. Le canon à flèche de bambou. Et le triple propulseur à bandage pneumatique, des morceaux de chambre à air servant de sandeau. Si rudimentaires que puissent paraître ces curieux instruments, leur emploi par surprise représente une véritable petite force de dissuasion contre les patrouilleurs de brousse. Un savant réseau de pièges hérissés de pales de bambou décourage toute tentative de pénétration dans la forêt. C'est à peu de choses près la même méthode que celle utilisée jadis pour la capture des grands fauves.
Il faut une parfaite connaissance de tous les trucages de ces zones piégées pour oser s'aventurer dans cette accueillante campagne. Le grand balancier hérisson, lardé de terribles lances de bambou, hissées dans les arbres, déclenchées par une simple liane, fauche irrésistiblement le terrain. La bombe en bois est une variante pas plus rassurante pour les promeneurs en sous-bois. Les paysans passent une très grande partie de leur temps à tailler ces lances de bois, principal accessoire de leur système de protection. Les clairières, propices au parachutage, sont hérissées patiemment de milliers de petits pieux de bambou. Aucune zone n'est épargnée, même le fond de certains ruisseaux. Quelques villages sont par ailleurs protégés par des abeilles de combat. Des essaims sont violemment troublés par le déclenchement de pièges spéciaux. Les abeilles attaquent alors les perturbateurs et 6 à 7 piqûres d'un venin particulièrement puissant peuvent tuer un homme. Les villages et la brousse étant ainsi protégés, le Viet Cong lance des commandos de destruction sur les voies de communication. Nous sommes ici près de Han Non Tay, à 15 km de Saigon. Le combattant du Front National de Libération est lui beaucoup mieux équipé que le paysan guerriero. Outre les grenades, la lampe à pétrole et le bidon d'eau bouillie, sa ration quotidienne est accrochée au ceinturon. Une boule de riz pressée dans un morceau de nylon de parachute. Chacun a droit à sa paire de sandales sur mesure. Avec une guerre de décalage, les soldats du Front National de Libération sont tous montés sur pneus français. Cet instructeur d'armes balistiques est un ancien soldat sud-vietnamien formé par les officiers américains et passé au Viet Cong depuis peu. Après la théorie, l'application pratique se fait au rythme des battements de gamelles, les jeunes soldats devant s'habituer au bruit des combats.
L'exercice de pointage a pour cible un petit avion maquette tiré à l'aide d'une ficelle. Les plans d'attaque sont minutieusement étudiés et discutés. Les hameaux stratégiques sud-vietnamiens, sorte de place forte de l'armée du gouvernement de Saïgon, sont habilement espionnés par les paysans pour permettre leur reconstitution exacte en maquette de terre. Le poste fortifié est ainsi examiné dans les moindres détails avant le déclenchement d'une opération. Gồm 18 tua và 12 bó. Mình bố trí chụp hình đó không ạ? Ces images de combat ont été entièrement réalisées par les caméramans du FNL. Gồm có 3 tiếng. Des kilomètres de galeries souterraines, à l'entrée très discrète, servent de refuge et permettent ainsi de ressortir, tels des lapins de leur terrier, très loin du trou d'entrée. Cet hélicoptère américain a été abattu très exactement le 9 janvier 1965. Cases de bambou et paillotes des villages Viet Cong sont la proie facile des bombes incendiaires. Dans son temple détruit, ce bonze ne retrouve que quelques débris du Bouddha. Les femmes guerrilleros sont chargées du transport des blessés. Dans la province de Ben Tre, le hameau stratégique de Cai Diep vient d'être pris. Après la récupération des armes abandonnées par les soldats de Saïgon, la destruction totale du camp fortifié est entreprise avec acharnement. Dans quelques instants,
le hameau stratégique sera abandonné par le Viet Cong, puis les troupes de Saïgon reviendront récupérer le poste démoli. Il en est ainsi presque toujours après chacune de ces opérations qui permet au Front National de Libération d'améliorer son armement. Avec des précautions très relatives, ce Vietnamien déterre une bombe qui n'a pas explosé. Tel un gibier de brousse, l'engin est ramené vers ce centre de récupération. Les explosifs en seront soigneusement extraits. Ces prisonniers, soldats sud-vietnamiens, viennent d'être capturés près de Mo Cay, à proximité de Saïgon. Le matériel de transmission provient évidemment des stocks américains. Les États-Unis reconnaissent que chaque mois, un bataillon entier du Front National de Libération s'équipe par la récupération des armes sur le terrain opérationnel. Retour au village après la bataille de Go Co, à 80 km de Saïgon. Sur le drapeau rouge, en lettres jaunes, le mot d'ordre du FNL, déterminé à vaincre. Voici 4 prisonniers américains capturés à Yepoa le 23 novembre 1963. Ce sont les sergents Kenneth Rohraback, Smith, Mellure et Camacho. Chaque jour, comme toute l'armée du FNL, ils doivent eux aussi changer de camp. Permanente mobilité de la guérilla. Un avion de reconnaissance vient de repérer une concentration dans un petit hameau Viet Cong. Immédiatement, les maisons sont déménagées. Le village est démonté entièrement. Dans quelques heures, tout aura disparu sous le toit vert de la jungle pour le plus grand trouble des cartographes. Les écoles sont ainsi camouflées dans l'épaisse végétation de la brousse. Le Front National de Libération a même son théâtre aux armées. C'est le ballet des combattants de la défense antiaérienne.
Et voici le mimodrame qui raconte l'histoire de la jeune vietnamienne qu'un soldat américain veut violer. Retour du mari, combattant du FNL. Il tue le méchant et console sa belle. Le président du Front National de Libération, Nguyen Hue To, entouré des chefs religieux, membres du comité central. En pleine brousse, le président inaugure l'exposition consacrée à la bataille de Bien Hoa, deuxième base aérienne des Américains, où 21 bombardiers B-57 furent détruits en novembre dernier. Le Front National de Libération, n'est-ce pas, qui, comme vous le savez, représente les aspirations des 14 millions de citoyens vietnamiens, est inébranlablement résolu à faire tous les efforts, à consentir à tous les sacrifices, à lutter jusqu'au bout pour la réalisation de ces objectifs, à savoir l'indépendance nationale, la démocratie, la paix et la neutralité. Tant que ces objectifs ne seront pas atteints, nous ne lâcherons pas les armes. Nous sommes prêts à lutter pendant autant d'années qu'il faudra, pendant autant de générations qu'il faudra. Un journal tiré en 2 couleurs est édité en pleine jungle. Cette machine a été construite sur place en copiant le vieux catalogue d'une imprimerie japonaise. À 150 km de Saigon, les émetteurs souterrains de Radio Libération. La speakerine, directrice des programmes. Le laboratoire central de la Commission de la santé publique, quelque part dans la jungle. L'alambic a pour foyer une termitière désaffectée. Ici sont fabriqués les vaccins antivarioliques. Les ampoules sont soudées au chalumeau à pied et la pompe à bicyclette a elle aussi son utilité médicale. Les vaccins sont contrôlés sur un lapin. Dans les marais de la plaine des Joncs, ces innocents petits bateaux de pêche abritent les services administratifs du Front National de Libération. Pratiquement non repérables, à moins d'1 heure d'hélicoptère de Saigon, le quartier général a choisi pour aujourd'hui cette zone calme. Bureau flottant, service des transmissions et télécommunications, c'est le Pentagone Viet Cong. Les demoiselles du service mécanographique, dactylo d'un autre monde, ferait oublier que le FNL, avec ses pics de bambou, ses arbalètes et ses pièges à fauves, tient tête depuis 4 ans à l'armée sud-vietnamienne, forte de 500 000 hommes, dotée des armements les plus modernes, encadrée par plus de 20 000 Américains et bénéficiant d'une aide du gouvernement des États-Unis de 850 millions d'anciens francs par jour. Mais qui donc soutient le Front National de Libération ?